Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici les titres principaux. La famille princière était en Allemagne hier à Hambourg pour découvrir la reproduction miniature de Monaco au musée Wonderland. Elle a demandé plusieurs années de construction, une équipe de Monaco Info était sur place. Le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme sera notre invité dans ce journal pour évoquer le plan mobilité, un plan ambitieux pour faciliter les déplacements et alors que vient d'ouvrir le parking des Salines et que des tests grandeur nature sont menés sur des lignes de bus. L'événement ce week-end, c'est le premier des 3 grands prix de la saison, l'e-prix que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info. Le seul double champion du monde de la discipline, Jean-Éric Vergne, viendra nous présenter ses ambitions sur le circuit monégasque et évoquera avec nous l'engouement du public pour le championnat de Formule électrique. Nous irons découvrir l'exposition consacrée au commerce engagé à la Galerie des Pêcheurs à l'initiative de la Direction de l'Environnement, sans oublier votre chronique tous les vendredis, lundis et mercredis, Ceux qui font Monaco sera consacré à la maison Lino qui fête cette année ses 40 ans. Mais débutons cette édition en nous rendant donc en Allemagne. À Hambourg se trouve un musée qui fait rêver petits et grands. Il s'agit du musée miniature Wonderland. Le couple princier et ses 2 enfants viennent de s'y rendre pour assister à l'inauguration de la reproduction miniature de la principauté. Voyez ce reportage signé Vanessa Dessy et Thomas Deus. Elle est l'attraction la plus fréquentée d'Allemagne. Le musée miniature Wonderland vous permet d'explorer le monde de jour comme de nuit, tout un univers réaliste au format miniature. Avec le plus grand réseau de modélisme ferroviaire au monde, le miniature Wonderland offre plus de 1000 trains, 130 000 arbres, plus de 260 000 figurines, près de 9500 voitures et 4000 maisons. C'est un véritable univers fascinant qui transporte les visiteurs à travers des paysages spectaculaires, des villes animées où se cachent des scènes détaillées. Chaque section offre une immersion totale dans un monde miniature, qu'il s'agisse d'une fête foraine, de Monument Valley ou encore d'un aéroport, où les opérations aéroportuaires restent fidèles à la réalité, depuis le décollage des avions jusqu'au mouvement des véhicules sur le tarmac. C'est un lieu où l'imagination prend vie. It's not easy to describe. It's a world in small where you find many trains running, planes running, but the most important things for our visitors are the small details, funny details, crazy details. You can look all over this layout and find all these small figurines, more than 200,000 figurines which are telling stories and bring you to laugh. It's a place where all the people get with a smile out. Une reproduction miniature de la principauté vient de faire son entrée au miniature Wonderland. Après près de 6 ans de construction, Monaco est le 12e pays à avoir intégré le musée. Le fondateur a beaucoup voyagé avec sa famille. Chaque été, il se rendait en principauté durant le Grand Prix de Formule 1. Aujourd'hui, il réalise ainsi son rêve d'enfance. Monaco was not easy to build because many people know Monaco, so they have pictures in their mind. So we have to build very clear and perfectly. So it took very long to make the plans, but of course to decide we want to build the Formula One. So as we decided to build Formula One, it was crazy. It took so long to build this technique. It's never seen in the world, so it's new for us, but for our visitors as well. La section monégasque a été construite sur 36 mètres carrés sur laquelle nous pouvons observer le port, le palais princier, le casino ou encore le musée océanographique. Ce ne sont pas moins de 304 maisons, 7000 figurines, 4000 arbres, 300 voitures et 175 bateaux. Il s'agit d'une reproduction de la principauté à échelle 1/87e, c'est-à-dire 87 fois plus petit que la réalité. Et à l'occasion de ce déplacement princier à Hambourg, un déjeuner était organisé sur place aujourd'hui au profit de la Fondation Prince Albert II. Vous le voyez sur ces images, un chèque d'un montant de 250 000 € a été remis à la branche allemande de la Fondation.
C'est une thématique qui fait partie des dossiers prioritaires du gouvernement. C'est aussi l'une des principales préoccupations des Monégasques. La mobilité est une problématique de notre quotidien et a fait l'objet de nombreuses réflexions et chantiers d'envergure. Il y a moins de 2 semaines était inauguré le parking des Salines. Des lignes de bus sont en test. Le gouvernement poursuit son action incitative avec l'application de covoiturage Klaxit. Pour évoquer les grandes lignes du plan mobilité, nous rejoignons au ministère d'État le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Bonsoir Céline Caron. Bonsoir Patricia. Nous allons donc faire le point ensemble sur ce dossier important et qui concerne notre quotidien, celui de la mobilité en principauté. Plusieurs grandes initiatives, chantiers et des tests grandeur nature sont en cours. Alors peut-être tout d'abord un premier bilan d'étape sur l'initiative ClickBus qui a débuté à la fin du mois de mars. Écoutez, oui, l'initiative ClickBus, donc le transport à la demande pour répondre aux usagers qui sont dans des quartiers un peu plus enclavés par rapport à la ligne classique de bus, a été mise en œuvre le 25 mars. Elle trouve son public. Les retours que nous avons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers les usagers, nous donnent confiance et en tout cas les personnes, les usagers semblent satisfaits. Je dirais même plus qu'au-delà du transport à la demande, c'est un vrai lien entre le conducteur et ses résidents des quartiers, tout âge confondu. Oui, donc il y a une notion humaine dans ce premier bilan d'étape, effectivement, donc des retours positifs, vous nous le dites. Plus récemment, il y a moins de 2 semaines, c'est le parking des Salines, j'ai envie de dire le grand parking des Salines qui a été inauguré. Est-ce qu'après quasiment 15 jours, on peut d'ores et déjà dresser un premier bilan ? Alors c'est encore un peu tôt, d'abord parce que volontairement on ne l'a pas complètement mis en service pour 2 raisons. La première c'est qu'on le teste, on le monte en cadence, on le monte en activité progressivement. C'est un gros bébé de 1800 places, donc il faut aussi que les équipes se l'approprient, qu'on s'assure bien que tout fonctionne bien et ça prend un petit peu de temps. Et aussi, et pourquoi ? Parce qu'on l'a livré en anticipé, vraiment il y a des équipes et je remercie les équipes de construction qui nous ont accompagnés dans cette aventure pour permettre de faire face au Grand Prix automobile. Donc nous allons avoir le Grand Prix électrique et nous n'étions pas sûrs d'arriver à le mettre en service pour le Grand Prix électrique et nous avons réussi. Mais l'objectif pour nous, c'est le Grand Prix de oui, F1. C'est-à-dire qu'il est destiné aussi à accueillir les spectateurs qui viendraient en voiture. Tout à fait. Nous espérons, et l'Automobile Club nous a accompagnés dans la communication sur leurs réseaux sociaux, inviter en fait les usagers, les visiteurs du Grand Prix avec un tarif avantageux de 20 € pour la journée et les bus mis à disposition gratuitement pour amener justement les spectateurs sur le site du Grand Prix et permettre ainsi d'éviter de densifier à nouveau la circulation dont on sait au moment du Grand Prix qu'elle est particulièrement difficile et particulièrement contrainte. Sachant qu'il y a à proximité du parking 2 lignes de navettes, mais destinées là au plus grand nombre toute l'année. Alors toute l'année, et en effet, au-delà des navettes spécifiques pour le Grand Prix, ce sont nos navettes X1, X2, donc Express 1, Express 2, qui permettront aux travailleurs qui seront donc dans ce parking, orientés dans ce parking d'entrée de ville, de pouvoir bénéficier avec leur abonnement de ces navettes gratuites qui auront pour destination X1, la navette X1 vers la place d'Armes et X2, Express 2, qui nous permettra de rejoindre Monte-Carlo pour pouvoir rayonner au niveau des emplois qui sont exercés sur ce quartier-là, sur ce côté-là de la principauté. Nous avons débuté cet entretien avec la formule ClickBus. Nous venons de parler des navettes depuis le parking des Salines et 2 lignes font également actuellement l'objet d'un test grandeur nature. Qu'attendez-vous de ces lignes expérimentales ? Alors les 2 autres lignes expérimentales express, donc X3 et X4, sont des lignes d'est en ouest. L'objectif étant d'essayer de répondre à la problématique de la vitesse commerciale, dont on sait qu'elle est un peu déceptive. Des fois, c'est trop long pour aller du côté est de la principauté, donc le quartier de Saint-Roman, vers Place d'Armes. Et donc l'idée a été de lancer 2 lignes différentes. La première qui passe par devant le Monte-Carlo Bay et qui va
va longer toute la voie, tout le bord de mer, avec très peu d'arrêts, pour être efficace et pouvoir aller du point A jusqu'à la place d'Armes, puis jusqu'à Fontvieille. La seconde ligne sera au niveau du boulevard d'Italie et permettra de rayonner en passant par le boulevard du Larvoto, donc inédit. On a très rarement vu des bus circuler sur le boulevard du Larvoto, avec un arrêt donc boulevard d'Italie, puis Portier, puis ensuite il réempruntera le boulevard du Larvoto pour revenir vers la place d'Armes. Céline Caron, c'est un dossier au long cours que celui de la mobilité. Quelles sont les prochaines échéances importantes en la matière ? Alors déjà, nous fonctionnons par trimestre, donc nous sommes très contents dans les équipes de pouvoir, on s'était engagé à lancer ces services pour le premier trimestre et on est au rendez-vous. Il va falloir qu'on arrive à rendre les parkings de centre-ville, par exemple le parking du casino, aux usagers consommateurs de la principauté pour permettre aux commerçants de répondre en tout cas aux attentes des commerçants qui se plaignent de ne pas avoir assez de disponibilité dans ces parkings. Et puis on a les chantiers au long cours comme vous le savez le chantier de la Brasca qui nous anime. Donc on pourra progressivement vous faire des points d'étape trimestre après trimestre pour vous dire où nous en sommes sur le grand plan de mobilité que nous vous avons annoncé il y a quelques mois maintenant. Et puis il y a également l'application Klaxit. Je crois qu'il faut dire qu'aujourd'hui on est à 16 000 trajets par mois. Et aujourd'hui Klaxit va évoluer puisqu'ils sont absorbés par Blablacar, mais le gouvernement reste mobilisé, continue de soutenir l'initiative. On a beaucoup parlé, Céline Caron, de mobilité à travers les bus. Difficile de ne pas avoir une pensée émue aujourd'hui pour le directeur de la compagnie des autobus de Monaco, Roland de Rechnevsky, disparu lundi. Oui, c'est difficile. Roland nous a accompagnés dans toutes ces démarches. Roland était toujours très moteur. C'était un homme d'une extrême bienveillance, avec une vision de la mobilité. À la fois, je suis fière de pouvoir annoncer ces services, à la fois, je suis tellement triste qu'il ne soit plus là pour en profiter avec moi et être avec moi derrière la caméra, puisqu'il est important. Et j'ai une pensée aussi pour toute sa famille, évidemment, mais toute sa famille de la CAM. Et c'était un jour particulier, puisque c'est aujourd'hui que nous l'avons accompagné tous ensemble. Et voilà, quand on parle de mobilité, on parle aussi de Monabike. Et j'ai souvenir de Roland à 8 h du matin venant me faire essayer le nouveau vélo avec des vitesses qui est en commande pour savoir ce que j'en pensais, comment on voyait les choses. Et nous voici partis sur Monaco-Ville avec le vélo pour l'essayer. Donc c'était vraiment un homme exceptionnel. Oui, un enthousiaste, un grand meneur d'hommes et une très belle personne. Oui. Merci Céline Caron d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui pour évoquer non seulement cet hommage que nous tenions à rendre à Roland de Rechnevsky, mais également cette thématique cruciale de la mobilité en principauté. Merci beaucoup Patricia. Nous mentionnions avec Céline Caron cet accès aux navettes du parking des Salines pour les spectateurs de l'IPRI. Samedi, demain, Monaco va vivre au rythme de la Formule électrique pour la 6e étape de la saison. Hier après-midi, les promoteurs du championnat présentaient aux Méridiens les caractéristiques de la future voiture de la saison prochaine, la Gen 3 Evo. Frédéric Elion et Camille Caloni nous la font découvrir. Depuis le début de saison de Formula E, 6 pilotes différents se sont imposés en 7 courses. L'an passé à Berlin, 362 dépassements avaient été recensés lors des 2 épreuves samedi et dimanche. La Formula E séduit avec du suspense et de la bagarre en piste. Et cela ne va pas s'arrêter là, puisqu'en 2025, une nouvelle voiture encore plus performante et rapide fera son apparition, la Gen 3 Evo, dont les caractéristiques ont été présentées jeudi après-midi au Méridien. But it's a tyre that's 5 to 10% more grippy than the existing tyre. It's also more sustainable, so it has about 35% of the material in the tyre is recycled, compared to about 26% or something in the previous car. You have 2 motors, 2 powertrains in the car, one at the rear, one at the front. Traditionally, the front one has only ever been able to be used for regenerating the battery. But now it's being used for propulsion as well. You can use both of them to propel the cars forward. And what that really means is that 0 to 60 or 0 to 100 kilometres, that car is 30% faster than a Formula One car. So that will get to 100 kilometres an hour in just over 1.8 seconds, compared to about 2.6, 2.7 seconds today. So incredible performance, which is why you need the grippier tyres, because you've got more speed. La Gen 3 Evo changera aussi d'aspect, elle sera plus large avec un nez différent.
Elle aura plus de grippe et de traction et permettra aux pilotes de proposer encore plus de spectacles sur la piste. La Gen 3 Evo que pilotera certainement Jean-Éric Vergne, qui a été l'un des premiers à s'investir dans le championnat de Formule électrique. Le pilote français, qui est le seul double champion du monde de cette catégorie de monoplace, est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Éric Vergne. Bonjour, bonjour. Vous êtes le seul double champion de Formule I. Vous êtes depuis le début de la saison co-détenteur du nombre de pole positions et vous êtes sur les circuits des e-prix depuis le début, quasiment. Qui mieux que vous pour faire le point sur la place qu'occupe aujourd'hui ce championnat? Est-ce qu'il est très suivi? Ça, je sais pas. Je n'ai pas les chiffres du nombre de fans ou de personnes qui regardent les courses. Après, la seule chose que je peux voir, moi, de mon côté, c'est l'intérêt pour les constructeurs automobiles qu'il y a dans ce championnat, pour les pilotes aussi, l'intérêt pour les sponsors de ces équipes. Et partout où on va, il y a toujours énormément de fans, beaucoup de monde, surtout à la course de Monaco. Et alors, qui sont justement ces aficionados? Des passionnés de Formule 1 au départ ou des personnes qui sont sensibilisées aux questions environnementales et qui s'inscrivent dans une mouvance, adeptes des prouesses technologiques ou un peu des deux aussi? Ouais, je dirais que c'est un peu des deux. Après, je vois des fans que je voyais déjà en Formule 1, des nouveaux fans aussi, des fans un peu plus jeunes, pour qui l'électrique résonne un peu plus que les fans un peu plus âgés. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout. Et pour ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous affectionnez dans ce championnat avec cette technicité? Ouais, la compétition avant tout, le fait de faire partie d'un changement qui est sur la route de l'électrification des véhicules. Donc il y a un message écologique quand même dans ce qu'on fait qui est assez rare dans le sport automobile. Donc c'est la première fois qu'on peut se permettre de porter un message sur l'écologie assez marquant. Donc voilà, c'est un peu ces deux casquettes-là, mais évidemment, ce qui m'intéresse le plus pour moi, c'est la casquette compétition. Le fait que les courses sont vraiment superbes, je pense que les fans ne s'ennuient vraiment jamais sur les courses de Formule 1. Et c'est de voir ces technologies qui avancent d'année après année, des batteries qui sont de plus en plus performantes, des voitures qui sont de plus en plus performantes, qui vont de plus en plus vite. Hier, ils ont présenté la nouvelle Formule 1 qu'on aura l'an prochain. Le 0 à 100 maintenant ce sera fait en moins de 2 secondes, qui est plus rapide qu'une F1. Donc voilà, la technologie avance à grands pas et c'est toujours super de faire partie de cette mouvance. Oui, et je le disais, vous êtes double champion de Formule I. Quelles sont vos ambitions cette saison? Les ambitions sont toujours les mêmes, c'est toujours essayer d'arriver sur chaque course, marquer le maximum de points et se battre pour le championnat du monde à la fin de la saison. Donc j'ai 2 championnats, je ne compte pas m'en arrêter là, j'espère en avoir plusieurs. Le début de saison n'a pas trop mal démarré, il aurait pu un peu mieux démarrer, je dois être 6e au championnat. Après, je ne suis pas très loin de la tête, il reste tellement de courses que tout est possible, tout est encore ouvert. Donc, mais le niveau de performance est déjà meilleur que celui de l'an dernier, donc c'est vraiment un point positif. C'est prometteur. Et ce circuit de Monaco, il est mythique. Quel regard portez-vous sur ce rendez-vous du calendrier? C'est toujours, je pense, la course la plus attendue des pilotes. Je pense que déjà, le tracé est superbe. Les courses en Formule 1 offrent beaucoup plus d'opportunités de dépassement qu'en Formule 1. Donc ça, d'un point de vue pilote, c'est quand même top de pouvoir doubler à Monaco. C'est vrai que les courses en F1 que j'ai faites ici, en général, on part à une position, on reste plus ou moins à cette position sans trop de possibilités de dépassement. Donc ça, c'est plutôt top. Et après, évidemment, rouler sur un Grand Prix aussi historique que celui de Monaco. J'ai eu la chance de le gagner une fois. C'est sûr que ça fait quelque chose. C'est la course que tout pilote rêverait de gagner et l'avoir dans son CV. On entend votre enthousiasme au-delà du Grand Prix de Monaco sur cette Formule I. Vous pensez qu'à terme, elle pourrait faire disparaître la Formule 1 ou on en est vraiment très loin? Non, je ne pense pas qu'elle fasse disparaître la Formule 1. Je pense que la F1 est probablement sur une autre stratosphère. Après, les deux peuvent très bien coexister. L'idée, c'est de montrer avec la Formule I que c'est possible, quoi. Mais effectivement, la Formule 1, ça reste emblématique. Non, la Formule 1 reste emblématique et ce serait un peu présomptueux de dire que la Formule 1 peut dépasser un jour la F1. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que la Formule 1 est en train de rattraper la F1 sur pas mal de points de vue, que ce soit
au niveau de la fanbase, que ce soit au niveau de la technique et des voitures de plus en plus puissantes qui vont de plus en plus vite. Donc on en est certes encore un peu loin, mais la roadmap de la FE fait qu'on va avoir des voitures de plus en plus puissantes, de plus en plus rapides, avec de plus en plus de grip. Donc je pense que le but de la FE, c'est pas de remplacer la F1, mais surtout de la rattraper, parce que la F1 est à un tel niveau aujourd'hui que déjà si on s'en rapproche un petit peu, ce serait déjà super pour le championnat. Un dernier mot, Jean-Éric Vergne, en toute humilité, un pronostic pour demain, pour samedi? Je sais pas. Je pense que la qualification sera évidemment très importante, mais comme je le disais, étant donné que ça peut doubler ici, on a vu des pilotes partir de la 8e, 9e place pour pouvoir gagner la course. Donc l'an dernier, je suis parti dernier à cause d'une disqualification en qualif. Et je suis remonté 7e, donc tout est possible dans les rues de Monaco. J'adorais avoir un podium et évidemment on rêve de victoire ici et on va tout faire pour réussir. Merci Jean-Éric Vergne. Merci à vous. Et le Grand Prix électrique de Monaco, c'est à suivre sur Monaco Info demain avec aux commentaires Frédéric Elion et Franck Phillips. Toutes les courses en intégralité dès 11h25 avec les quarts de finale jusqu'au temps fort, le Grand Prix à 15h et le retour et l'analyse de nos experts du e-Prix à 19h30 après le journal. Une politique zéro déchet plastique à usage unique d'ici 2030, c'est l'objectif fixé par le gouvernement. Pour aider les acteurs économiques à aller dans ce sens, le label Commerce Engagé a été lancé en 2016, suivi du label Restaurant Engagé. Le but, accompagner de façon personnalisée les commerçants dans une démarche en faveur de l'environnement à travers plusieurs thématiques, l'énergie, l'économie d'eau, la substitution au plastique à usage unique. Et pour mettre à l'honneur ces commerces engagés, une exposition photo est actuellement visible à la Galerie des Pêcheurs. Écoutez la directrice de l'environnement, Valérie Davenet. Nous avons pensé que les plus petits commerçants n'étaient peut-être pas outillés pour avoir l'entièreté de ces informations et faire les bons choix en fin de compte. Donc ce label, il a été aussi au démarrage fait pour cette raison. On édite des petits guides, on va souvent voir ces commerçants pour leur expliquer en tout cas les meilleurs choix possibles qu'ils peuvent faire. Ça concerne toutes les ressources, ça c'est pour la partie commerce puisqu'il y a deux labels en fin de compte. Et pour la partie restaurant, c'est beaucoup plus axé sur le gaspillage alimentaire, tout ce qui est usage unique aussi parce que dans la restauration, il y a beaucoup les circuits courts, les produits locaux et pour les autres commerces, on va plus sur l'eau, les déchets et l'ensemble des thématiques environnementales. Cette année, nous avons à peu près une centaine de commerçants qui se sont engagés, à peu près 60 commerces et une trentaine de restaurants, donc qui nous suivent depuis le début. Et on voulait un petit peu les mettre en lumière. Donc cette exposition, c'est aussi sur notre territoire, vous avez des commerces, une centaine, dans tous les quartiers. Voilà leur devanture et aussi voilà la photo des gens qui animent ces commerces ou leurs employés, en tout cas les équipes que vous pouvez rencontrer quand vous vous promenez dans Monaco. C'est un peu ça l'objectif aujourd'hui, c'est qu'ils soient connus. Valérie Davenet répondait à Alban Gingembre et cette exposition est à découvrir jusqu'au 2 juin. Chaque 1er mai, un pèlerinage est organisé par le diocèse de Monaco à Laguet, le sanctuaire voisin de la principauté. Procession, messe, temps de prière. Monseigneur Guillaume Paris, vicaire général, nous dévoile le programme de cette journée qui aura donc lieu mercredi prochain. Il est au micro d'Anaël Marquez. Cette année, nous avons développé un petit peu les activités qui sont habituellement proposées. Le recteur du sanctuaire, qui est nouveau cette année à Laguet, nous propose de nous parler un petit peu du mois de Marie, puisque le mois de mai est consacré traditionnellement à la Vierge Marie et que donc le 1er mai, c'est le début du mois de Marie. Il va nous parler un petit peu de ça. Ensuite, on va faire une courte procession avec les membres de la vénérable archiconfrérie de la Miséricorde, les pénitents, pour arriver sur l'esplanade du sanctuaire où l'archevêque célébrera une messe à 11h30. Ensuite,
Il y a le temps du déjeuner, certains pique-niques, certains déjeunent au réfectoire du sanctuaire. Et puis dans l'après-midi, 3 activités proposées, un temps de prière autour du cloître, ou bien une visite du sanctuaire pour ceux qui connaîtraient moins le sanctuaire, et aussi quelques animations qui pourront être proposées aux enfants pour ceux qui seraient venus en famille avec des enfants et des adolescents. Et puis on terminera à 16h par le chant des vêpres, la prière du soir avec les religieuses au sanctuaire. Si certains souhaitent monter à pied à plusieurs à Laguet, il y a un rendez-vous qui est donné à 8h30, soit à l'église du Sacré-Cœur au Moneghetti, soit à l'église de Beau-Soleil à Saint-Joseph. Il est l'heure de mettre en avant l'un des commerces de Monaco avec la chronique de Chrisinda Thomel, ceux qui font Monaco. Et Chrisinda, nous soufflons des bougies également cette fois-ci. Oui, et dans ceux qui font Monaco, je vous propose que l'on se retrouve dans une maison historique de la principauté, une maison qui vient de célébrer ses 40 ans. Nous parlons de la maison Lino. Alors, comment toute cette histoire a débuté? La réponse avec la gérante. Mon arrière-grand-père, en fait, était boucher de village à Gorbio. Ensuite, il a passé le métier à ma grand-mère, qui s'est mariée avec mon grand-père, qui ont eu des boucheries et une grosse boucherie de gros à Menton, qui s'appelait Trucky Viande. Et ensuite, ils ont passé le métier à ma maman et à son mari, Lino, mon papa, qui se sont installés à Monaco pour se spécialiser dans la boucherie de demi-gros, donc pour les restaurants. La clientèle professionnelle. Nous avons à cœur en fait, d'importer des viandes qui sont de terroir et dont l'élevage est fait dans le respect de l'environnement, dans le respect du bien-être animal. Et donc nous avons resserré nos origines de viande et nos races de viande à des viandes qui viennent exclusivement d'Europe de l'Ouest. Alors aujourd'hui, vous êtes le fournisseur officiel du Palais Princier, mais pas que. En effet, nous sommes également historiquement le fournisseur de la Société des Bains de Mer, le fournisseur du CHPG, des collectivités à Monaco, et puis de la restauration qui, à Monaco, comme on le sait, est dense et avec des restaurants qui vont du snack au restaurant étoilé. Alors nous sommes dans le laboratoire de travail de la Maison Lino, donc c'est ici que la magie opère. Nous sommes donc livrés tous les matins par nos fournisseurs en viande fraîche ou en viande déjà en muscles prédécoupés, si vous voulez, sous vide. Ensuite, cette viande, elle est désossée pour les morceaux qui ont besoin d'être désossés. Ensuite, elle est travaillée donc, dans cette pièce. Vous voyez derrière moi un de nos bouchers en fait, en train de travailler la viande, donc de la découper et donc de la portionner. Parce que notre spécialité, c'est de faire du découpage spécifique pour les besoins des restaurants et des chefs qui ont besoin d'un grammage particulier. Nous sommes une profession qui est soumise donc, à des normes HACCP qui sont très sévères, on peut dire, mais c'est pour le bien-être des consommateurs. Notre particularité à nous, c'est que comme on est une boucherie de demi-gros, nous sommes un intermédiaire entre les boucheries, les grossistes et les abattoirs et les clients. Ce qui veut dire que la Maison Lino, dans cette qualité-là, est soumise à des normes d'hygiène qui sont plus importantes et plus sévères, on va dire, plus encadrantes que les boucheries de détail. Alors si vous aussi vous avez envie de manger la viande de la Maison Lino, rien de plus simple, il suffit de passer commande au comptoir. Alors pour ce faire, vous pouvez visiter tout simplement le site internet de la Maison Lino et puis passer votre commande soit par téléphone ou tout simplement par mail. Merci Chrisinda, tout juste le temps de courir en plateau, de venir vous réchauffer et vous voilà de nouveau pour lever le voile sur les prévisions météo qui nous attendent demain samedi. Les conditions vont-elles rester toujours aussi instables ? Oui, effectivement, le ciel sera toujours couvert demain et on estime à 60% la probabilité de précipitation. Une journée qui sera donc encore nuageuse dans l'ensemble avec un fort risque, vous l'aurez compris, de pluie. Des températures comprises entre 10 et 17 degrés. Demain, nous fêterons les Ita.
Et c'est malheureusement la grande tendance qui va nous attendre au moins jusqu'à jeudi prochain du côté de la météo. Nous nous quittons sur les photos de fin d'édition consacrées à la Fashion Week qui s'achève. Aujourd'hui était organisé à l'espace Léo Ferré un défilé intitulé 2 hivers, 3 étés, signé du pavillon Bozio. Ce sont des clichés de Stéphane Dana. Je vous donne rendez-vous demain à 19h sur Monaco Info.